Kanishka et Lilou pour parler du programme Assistant de langue. Donc bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Sharon. Alors je vous laisse tout d'abord vous présenter à nos auditeurs donc quel est votre rôle au sein de ce programme Assistant de langue. Alors, bonjour, merci de nous avoir invités. Moi, c'est mon deuxième année en tant qu'assistante de langue et cette année, je suis ambassadrice indienne de ce programme. L'année dernière aussi, j'étais assistante de langue et l'année prochaine aussi, je serai encore assistante de langue j'ai de la chance. Et voilà, en tant qu'assistante de langue, je travaille au lycée Camille Claudel et lycée Jean Rostand ici à Caen. Et l'année dernière, j'étais assistante de langue anglaise à Rodez, qui est une petite ville à Toulouse, dans le lycée aussi. Et moi, j'ai fait assistante de langue à Swindon en Angleterre. C'était l'année dernière, 2023-2024. Voilà, c'est tout. Et donc alors, en quoi consiste le programme Assistant de langue ? Alors, assistant de langue, c'est un programme qui vous permet, si vous êtes des apprenants de langue ou si vous voulez découvrir la culture d'un nouveau pays, parler des langues avec des locuteurs natifs. Il y a beaucoup de pays qui sont proposés pour le programme. Enfin, c'est comme un échange culturel, mais avec beaucoup plus d'avantages que seulement d'un échange culturel. Ça vous permet de travailler. Alors d'être avec un titre de séjour travailleur temporaire, de gagner de l'argent, de découvrir la culture d'un nouveau pays, de parler la langue comme j'ai dit, et de voir des personnes, des gens de partout dans le monde, de faire rencontrer de nouveaux gens. Et moi je dirais aussi que c'est une petite découverte de soi-même. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kanishka, pour la découverte de soi-même. Surtout quand on rentre dans notre pays juste après, c'est incroyable comment on se dit qu'on a avancé par rapport aux autres. Et je dirais même aussi que c'est... en fait, on est plongé dans le grand bain dans l'autre pays. On arrive dans un pays qu'on connaît pas du tout, ou alors pas trop. Et en fait, on a plein de clichés, et en fait, on arrive et je m'entends plus. Ah si, c'est bon. Si, c'est trop bien en fait d'être juste plongé dans un pays. Et oui, on gagne de l'argent, c'est un petit travail en fait. Et je trouve que 12 heures semaine, t'as 12 heures par semaine toi aussi, Ouais. c'est super cool parce qu'on a beaucoup de temps pour découvrir le pays et la culture des autres. On a aussi beaucoup de temps pour parler avec les élèves. Et puis bah, on est prof quoi. Enfin, c'est un super métier, c'est trop beau. Et donc ce métier que vous êtes en train de faire du coup avec ce programme, c'est donc dans quel type d'établissement que vous pouvez réaliser ça? C'est dans des lycées, des collèges? Alors en Angleterre, moi j'ai fait ça dans un collège, je sais que c'est aussi possible dans un lycée, alors l'équivalent du coup. Mais il me semble qu'en France, il y en a qui peuvent le faire dans des universités françaises. Non? Non, je ne pense pas. En France, on a l'école maternelle, le collège et le lycée. Ok, parce que je crois que quand j'étais en licence, il y avait une assistante de langue qui me faisait des cours peut-être qu'elle s'est trouvé un job à côté. Ouais, moi je pense que c'était peut-être un recrutement local. Ok. Ouais. Ok. Bah, elle a eu de la chance. Et donc alors quelles sont les autres destinations où on peut aller avec ce programme? Pour moi je suis assistante de langue anglaise en France. Pour les Français, Alors il y a Allemagne, en fait dans chaque pays il faut parler la langue natale du pays. Donc il y a Allemagne, Angleterre, il y a, je parle aussi de l'Australie, des îles je crois. Oui. États-Unis, pareil langue française aux États-Unis. L'Espagne, le Portugal. L'Italie. Et je crois que c'est tout. En tout cas pour la France. D'accord. Et toi, en tant qu'Indienne, tu avais accès à quel pays? Oui, en France. Partout? Ouais. Ok. Et donc alors pour candidater au programme assistant de langue, faut-il répondre à certains critères comme avoir un certain niveau d'études ou des diplômes en langue?
Alors oui, et ça aussi, ça dépend de pays différents. Selon les différents pays, il y a des différents critères. Par exemple, mon colocataire, il est assistant de langue anglaise aussi, mais américain, et il ne devait pas montrer un certificat pour prouver son niveau d'anglais. Par contre, nous, les Indiens, on devrait faire preuve d'un certificat qui s'appelle IELTS. IELTS, c'est un examen d'anglais, c'est un examen international de l'anglais. Alors nous, les Indiens, on a besoin d'avoir 7,5 points sur cet examen, mais normalement je pense pas. Et puis un statut d'étudiant, il est important d'être un étudiant faisant les études, pas principalement, mais c'est bien d'étudier les langues ou dans un domaine similaire et puis être résident du pays d'où vous postulez la candidature. Tu parles d'être résidente en Inde? Ouais. Ok, donc si tu venais d'un autre pays, par exemple la Polynésie, et que tu vivais en Inde, tu n'aurais pas eu le droit. Non, il faut être résident. Ouais. D'accord. Oui, c'est ce qu'Anishka a dit, mais on a le droit. Alors par exemple, nous en France, on devait avoir bac plus 2, il me semble, en anglais, pour aller faire, du coup en Angleterre, pour aller faire prof de français en Angleterre. Aussi, j'ai oublié de mentionner, mais si vous venez en France, il faut avoir un certificat de français. Pour nous, c'était un DELF B1 qui a été un critère d'éligibilité pour pouvoir postuler. Et donc pour candidater aussi au programme, est-ce qu'on peut faire notre inscription à n'importe quel moment de l'année ou est-ce qu'il y a justement des périodes de candidature? Ouais, alors je crois que c'est les mêmes, hein. Ça se passe autour de janvier. Oui, pour nous, ça commence en octobre jusqu'à fin janvier. Ouais, c'est pareil pour nous, je crois. C'est juste que je me suis prise un peu tard, je crois. Ouais, fin janvier, ouais. Et puis en fait, c'est un peu comme quand on postule pour Parcoursup ou mon master. On a un dossier en fait à monter, des CV à faire en anglais, enfin dans la langue cible où on va aller. Oui. Et aussi un CV en langue maternelle. Et je crois que voilà, faut prouver aussi que oui, tu es bien étudiant. Oui. Dans une université française. Et donc toi, dans une université indienne, je suppose. Oui. Voilà. C'est exactement la même chose en fait. Voilà, les informations personnelles, puis les documents, le CV, la lettre de motivation. Il me semble que tu dois aussi fournir le bulletin de notes de l'année dernière. Oui, les 3 années. Ouais, les 3 années, oui, tu as raison. Et puis, vous devez mettre 3 choix de destination. Pour nous, c'était les 3 villes en France qu'on voulait mettre, plus précisément les 3 académies, parce qu'en France c'est un peu différent, les académies, les villes, la région, un peu compliqué là. Alors 3 académies et on a la première choix, deuxième choix, troisième choix, et puis on reçoit une académie de notre choix, quoi. C'est ça. Et en Angleterre, du coup, on avait le choix avec le choix du pays. On pouvait choisir, alors soit rien du tout, on n'avait rien à choisir et du coup on était placé n'importe où. On pouvait choisir aussi le pays, donc l'Angleterre, on pouvait choisir aussi si on voulait être en Écosse particulièrement. Et on pouvait aussi être beaucoup plus pointy, dans le sens où on pouvait choisir aussi la région à l'intérieur où est-ce qu'on voulait aller. Et donc ce programme, on peut le faire sur combien de mois ou sur une année peut-être Comment ça se passe? Alors il y a 2 choix, c'est ça? Oui. Alors il y a un contrat court, ça s'appelle, c'est sur 6 mois. Donc c'est de début novembre à fin avril. Début octobre à fin mars, le contrat de 6 mois. Le contrat de 7 mois, ça finit la fin avril. Et puis, pour plusieurs pays, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, au Portugal, ça dure 8 mois. Et puis en France, dans certaines académies, on a le droit de prolonger le contrat jusqu'à fin juin. Mais ça dépend des académies. Ouais, je pense. En Angleterre, c'était pas comme ça. Ouais. Et du coup, il y a le contrat long aussi qu'a fait Camille, ma meilleure amie. Elle est restée 8 mois. Donc de fin septembre à fin mai. Okay. Et donc, alors Kanisha, tu as été volontaire avant toi d'être ambassadrice. Donc tu as été volontaire dans différents pays ou c'était que en France pour toi? Non, c'était qu'en France.
En fait, après, je suis ambassadrice indienne pour ce programme. C'était la promotion de ce programme en Inde et autour et d'attirer plus de gens à faire ce programme, aussi sensibiliser vers les avantages de ce programme, mais c'était qu'en Inde. Et on a oublié de dire que ça nous permet aussi de voyager énormément Oui, c'est vrai. dans le pays, à découvrir, par exemple en France, ce qui m'amène à une anecdote personnelle que j'ai jamais voyagé. Tant que j'ai voyagé l'année dernière et cette année, j'ai visité plus de 8 pays en Europe et le sud de la France, quoi. Tout le sud de la France, les petites villes, les académies, et voilà. C'est vrai que du coup, tu étais indienne depuis toujours et en fait, tu as visité plus de pays que moi. Je suis française depuis ma naissance. Donc, c'est vrai que du coup, bah oui, moi aussi, j'ai beaucoup voyagé en Angleterre. Hein. J'ai été jusqu'en Écosse, j'ai fait un road trip avec ma meilleure amie et beaucoup de personnes en Angleterre me disent qu'ils n'ont jamais été voir Londres ou Manchester, alors que bah, moi, j'y suis restée plus d'un jour pour chaque. Et, Ouais. ouais. Et alors là, j'ai une petite question un peu plus technique, mais peut-être que là, ça intéresse probablement certains auditeurs de faire ce programme-là. Et alors, qu'est-ce que ce serait pour vous les indispensables pour bien préparer son voyage dans un Euh, autre pays? Ben, je dirais tout d'abord un checklist des Mhm. documents. Ouais, absolument. Les documents très importants, le titre de séjour, le passeport et plus précisément être à l'heure, ne pas être en retard, être en avancée encore bien pour postuler ces documents, pour avoir ces documents, pour recevoir ces documents en tout cas. Et voilà, après, je dirais aussi bonne attitude vers ce programme de moi, je dirais que cette année, j'ai eu un peu plus de mal ou de difficultés que l'année dernière, parce que je pense que l'année dernière, j'étais prête pour n'importe quoi. J'étais prête mentalement, physiquement, je ferais tout. Et cette année, j'avais un peu plus de confiance. Et là, ça s'est pas bien tombé au début, c'était difficile. Parce qu'encore, l'année dernière, j'étais à Toulouse et cette année, à Normandie, ça fait une grande différence déjà de déménager, de faire des nouveaux amis encore, de trouver sa place entre les collègues, le lycée, de créer des nouveaux liens avec les élèves. Alors moi, je dirais une bonne attitude de ne pas être trop pessimiste et de ne pas comparer tout le temps la vie de son pays et la vie ici, parce qu'ici, on est pour une nouvelle découverte, pour quelque chose qu'on n'a jamais ressenti chez nous. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Kanishka. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vécu deux fois, mais si je devais le revivre une nouvelle fois dans une autre ville, ça serait complètement différent. Et je disais que j'étais à Swindon, et Swindon, c'est pas une belle ville, mais je regrette un peu de ne pas avoir assez profité, de vouloir. En fait, j'ai voulu beaucoup sortir de Swindon au lieu de vraiment essayer de connaître Swindon. Et en ce qui concerne les documents, enfin tout ce qui est avant le voyage, tout ça, on vous conseille de bien faire une checklist, de ne rien oublier, de tout noter, même si les trucs que vous pensez que c'est inutile, genre imprimer son ticket de bus 3 fois, mais c'est super important si on le perd. Mettez un ticket de bus dans chaque sac que vous avez, parce que si vous perdez un sac, bon, vous avez votre ticket de bus dans les deux autres. Enfin, voilà, même votre téléphone, tout ce que vous avez sur votre téléphone, imprimez tout ce qui est imprimable en fait. Et mettez partout sur vous, parce que en voyage, vous êtes tout seul et ça peut être super effrayant de voyager pour la première fois sans rien avoir, surtout quand il y a quelque chose qui arrive, le téléphone qui marche plus, on perd un sac, déjà que bon, c'est pas super agréable, mais en plus si on perd tout, voilà, tout ce qui est imprimable, faut l'imprimer. Voilà, et une carte bancaire internationale, par exemple, quand vous arrivez ici, vous n'avez pas ni des billets dans un nouveau pays et ni d'argent, alors ça devient un peu compliqué de gérer. Alors une carte bancaire internationale pour commencer au moins, pour débuter jusqu'à vous avez un compte bancaire ici. Ouais, en Angleterre, j'ai dû commander une carte anglaise sur Monzo parce que pour la paye, en fait, ils ne pouvaient pas me payer sur un compte français. Niveau IBAN, tout ça, ça passait pas. Ok. Ouais, faut se préparer à ce genre de choses, même si c'est gratuit. Ouais, ça met du temps, la carte à arriver, tout ça.
Je dirais aussi pratiquer le français. Oui, des fois je pense que quand je suis arrivée en France, je n'avais pas un niveau de français assez courant que je l'ai maintenant. Mais je pourrais me gérer très bien. Après, les choses techniques comme ouvrir un compte bancaire, aller chez le médecin ou même se gérer dans un supermarché, ça devient très difficile si vous arrivez en France et vous ne pouvez pas parler, alors pratiquez énormément le français. Je suis d'accord. Et donc, aussi pour ce qui est de tous ces papiers administratifs qu'il faut préparer en avance, est-ce que vous auriez un conseil de combien de temps il faut se préparer à l'avance pour être prêt le jour J? Dès qu'on sait qu'on est accepté. Oui. Ouais, les visas, tout ça, les cartes de séjour suivant le pays. Il faut vraiment bien se renseigner sur tout ce qu'il faut faire parce qu'il manque un truc et c'est recalé à la C'est fin. pas fini. Bah, c'est pas fini, mais je veux dire, ça va prendre du temps et pour juste. Enfin, non, dès qu'on est accepté, il faut gérer. Ouais, ça va augmenter le stress inutile, alors c'est bien de se préparer. Quand même, je dirais ça prend 2 à 3 mois normalement. Tous les papiers, par exemple, une fois, parce que même le processus d'assistant de langue, c'est très long. Si vous êtes accepté, vous allez recevoir que vous êtes sélectionné, mais vous ne connaissez pas l'académie. Une fois que vous connaissez l'académie, vous ne connaissez pas la ville et les établissements. Une fois que vous connaissez la ville et les établissements, il faut être en contact avec les professeurs référents et après tout ça, vous recevez l'arrêté de nomination. Après l'arrêté de nomination reçu de France, de la France, vous devez postuler pour le titre de séjour, acheter des billets. Alors, c'est un processus long de 2 à 3 mois. Ouais, moi, quand j'ai su que j'étais acceptée, j'avais pas encore de passeport. Du coup, j'ai dû acheter mon passeport. Enfin, et puis pour faire le visa, il faut avoir son numéro de passeport. Donc, bon, bah, je pouvais pas encore faire mon visa. Et ouais, à la fin, ça coûte très cher de dire à l'Angleterre j'aimerais bien un visa et il faut que ça soit fait sous une semaine. Tu te demandes une charge de 1000 pounds. Donc, quand on n'est pas préparé, c'est vrai que donc c'est ça, faut tout faire dès que c'est possible de faire parce que. Oui. Et pour le budget, est-ce qu'il faut préparer une certaine somme aussi pour bien commencer son séjour avant d'avoir peut-être son salaire qui arrive après avoir travaillé? Oui, et c'est aussi un peu compliqué parce que des fois, si on ne fournit pas nos détails bancaires, nos relevés bancaires avant le 5 du premier mois, parce que c'est difficile, vous venez d'arriver et puis ouvrir le compte bancaire, avoir le relevé, c'est un peu compliqué. Et si vous ne fournissez pas vos relevés avant le 5 octobre, vous ne recevez pas ou vous recevez un petit somme de mois d'octobre et puis vous recevez tous les salaires en fin novembre. Alors c'est une très bonne question. Moi je dirais à peu près 800 à 1000 euros d'un budget pour le premier mois. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kanishka. Franchement, sans compter le visa, rien que le voyage en Angleterre, j'ai pris le bateau, j'imagine même pas pour l'avion. Puis le bateau, il fallait prendre le bus. Bon, le bus ça coûte un peu moins cher, mais ouais. Pour être serein en tout cas, pour faire les courses, pas trop demander d'argent à ses parents si on en a et que c'est possible. Voilà, être assez soft. Ouais, 1000 euros, je pense que c'est pas mal, ouais. Au moins on est serein. Maintenant, on peut se pencher un petit peu plus sur les missions qu'il y a durant ce programme-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sur les différentes tâches à réaliser durant votre séjour? Alors moi, quand je suis arrivée, du coup, ça faisait très longtemps que je parlais avec mon tuteur, qui s'appelle Mathieu. D'ailleurs, je sais pas s'il va entendre ça, mais si jamais tu écoutes, coucou. Du coup, je suis arrivée, on m'a présenté l'établissement, c'était super cool. C'était super grand et j'avais un peu peur. Alors du coup en fait il est resté avec moi tout le temps et petit à petit au fur et à mesure des jours je me suis rendu compte que ça allait être un peu pareil tous les jours et qu'en fait ça allait pas du tout pareil tous les jours parce que j'allais suivre les mêmes classes. Donc on te dit voilà tu vas suivre cette classe là.